$7,14. C'était tout ce qu'Ara avait dans la boîte en fer quand le médecin la regardait droit dans les yeux. Il lui a dit que sans traitement dans les 6 prochaines semaines, elle ne vivrait pas assez longtemps. Pas assez pour voir ses 2 enfants entrer en classe de CE2. Insuffisance médulaire. 15 000 $ par mois. Pas d'assurance, pas de famille, personne. Seulement elle et ses 2 enfants de 7 ans. Ils vivaient dans un appartement humide en sous-sol. Les fissures sur les murs y étaient plus longues que son espoir. Quant au père de ses enfants, elle l'avait quitté 8 ans plus tôt. C'était la nuit où elle l'avait vu ordonner le meurtre d'un homme. Elle s'est enfuie alors qu'elle était enceinte de 3 mois, et il n'a jamais su qu'il avait des enfants. Son nom était Crix Malone, le chef de la mafia qui contrôlait la moitié de Chicago. Ara préférait mourir plutôt que de laisser ses enfants grandir dans ce monde. Mais maintenant, elle était vraiment en train de mourir. Alors Sorin, âgé de 7 ans, a ouvert le petit carnet où il notait tout. Et il a écrit une seule ligne, l'argent dont maman a besoin, 15 000 $. L'argent que maman a, $7,14. C'est une page sur laquelle je ne veux pas faire le calcul. Puis, avec sa sœur Maisie, il a installé une vieille table pliante devant une épicerie. Ils ont posé dessus un pichet de limonade fissuré, et une pancarte écrite à la main disait « Chaque verre aide notre mère à vivre un jour de plus. 75 centimes. 75 centimes le verre. » Leur mère se mourait, et les 2 enfants ont vendu de la limonade pendant 5 jours sous un soleil de plomb. Certaines personnes laissaient de l'argent, d'autres passaient sans un regard. Une femme a menacé d'appeler les services de protection de l'enfance. Maisie a répondu sans trembler, « Allez-y, et dites-leur de payer les factures de l'hôpital de ma mère aussi. » Après 5 jours dans la chaleur, le total était de 163 $. Sorin a ouvert son carnet, a regardé le chiffre, puis l'a refermé. Il n'a rien écrit de plus, car il n'y a pas d'équation pour l'espoir divisé par le désespoir. Mais il y avait une chose que les enfants ne savaient pas. De l'autre côté de la rue, un SUV noir était garé en silence. À l'intérieur, un homme regardait par la vitre teintée. Il a vu des yeux sur les visages de 2 enfants de 7 ans. Des yeux exactement comme ceux qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Cet homme était le jeune frère de Crix Malone. Et quand il a appelé Rix, il n'a dit qu'une seule phrase. « Tu dois venir maintenant et tu dois te préparer. » Tout a commencé à s'effondrer et à se reconstruire en même temps. Parce que ce que Rix a fait ensuite n'allait pas seulement sauver. Cela allait détruire l'empire qu'il avait passé toute sa vie à bâtir. Placer les 2 enfants dans le viseur de l'ennemi le plus dangereux de Chicago. Et les entraîner tous dans une nuit où un téléphone sonnant à 3h07 du matin allait tout changer. Quand la voix à l'autre bout du fil a dit « Tes enfants aux yeux gris sont magnifiques, Malone. » Ce serait dommage qu'ils doivent les fermer pour toujours. Maintenant, commençons. Si cette histoire vous a ému, appuyez sur le bouton. J'aime pour que plus de gens puissent la découvrir. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage. Elle vous en remerciera. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Crix Malone était assis seul dans son bureau, sous le restaurant Malone, quand son téléphone a vibré. Le nom de Cruz illumina l'écran. Il a décroché et a entendu la voix de son frère. Une voix d'habitude calme, jusqu'à la froideur, mais qui tremblait maintenant à la fin de la phrase. « Tu dois venir maintenant, » a dit Cruz, « et tu dois te préparer. » Crix ne lui a pas demandé de répéter. Il savait que son frère ne parlait jamais ainsi, sauf si quelque chose était vraiment grave. Mais au lieu de se lever d'un coup, il est resté immobile. Sa main gauche reposait sur le bureau en chaîne, ses doigts tapotant 2 fois avant de s'arrêter. « Me préparer à quoi ?» a demandé Crix, la voix basse. Cruz est resté silencieux pendant 3 secondes. « Alarie Sinclair » a dit Cruz. « Je l'ai vu. » Le nom a frappé Rix comme une balle tirée du passé. Il n'a pas réagi extérieurement. Il n'a pas froncé les sourcils. Il n'a pas changé le rythme de sa respiration, mais le tapotement de ses doigts sur le bureau est complètement cessé. Ara. 8 ans. 8 ans depuis la nuit où il est rentré à l'appartement de la rue Damon et a trouvé la moitié de son placard vide. Le tiroir de la salle de bain sans sa brosse à dents, sans la lotion parfumée au jasmin qu'il détestait. Mais il n'avait jamais rien dit, parce qu'elle l'adorait. Pas de lettres, pas de message, pas une seule ligne. Seulement le vide et l'odeur de jasmin qui s'estompait un peu plus chaque jour de l'oreiller jusqu'à disparaître complètement.
Rix l'avait cherché. Pendant les 2 premiers mois, il a mobilisé ses hommes, vérifié les caméras, exploré chaque piste. Puis il a arrêté. Non pas parce qu'il n'avait plus d'options, mais par fierté. Il était Rix Malone. Il ne courait après personne. Si elle voulait partir, c'était son choix. Il se le répétait chaque nuit jusqu'à ce qu'il y croie presque. Mais la photo dans le tiroir de son bureau ne savait pas mentir. Il a ouvert le tiroir maintenant, alors que Cruz attendait toujours au téléphone. La photo se trouvait tout au fond, sous des dossiers et une arme non chargée. Lui et Ara, 8 ans plus tôt, sur le balcon de l'appartement de la rue d'Amont. Elle souriait, ses cheveux châtain clair soulevés par le vent de septembre, et il la regardait avec un regard qu'aujourd'hui encore, parce qu'il ne s'autorisait plus à poser sur personne d'autre. Ellery Sinclair était la seule personne qui avait jamais fait oublier à Rix Malone qu'il était dangereux. Cruz, dit-il, la voix lente et contrôlée. Où l'as-tu vu? Mais Cruz ne répondit pas à cette question. À la place, son jeune frère dit autre chose. Elle a 2 enfants, mon frère, des jumeaux d'environ 7 ans. Rix ne dit rien. Et ils, poursuivit Cruz, sa voix n'étant plus qu'un murmure, ils ont des yeux gris, exactement comme les tiens. Le téléphone trembla légèrement dans la main de Rix, et c'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa qu'il le serrait trop fort. Cruz a envoyé la photo. Il l'a ouverte. La photo avait été prise de loin, à travers une vitre de voiture, légèrement floue, mais assez nette. 2 enfants se tenaient côte à côte devant une vieille table pliante. La fille aux cheveux châtain clair disait quelque chose à un client, une main sur la hanche, se tenant comme une femme adulte en miniature. Le garçon se tenait un demi-pas derrière elle, silencieux, la tête légèrement penchée vers la gauche, observant. Et les yeux, des yeux gris acier, regardant droit dans l'objectif de la caméra de sécurité, comme s'il savait que quelqu'un les regardait en retour. Rix connaissait ses yeux. Il les voyait chaque matin dans le miroir. Il les voyait sur la seule photo que sa mère avait gardée de lui quand il avait 7 ans. Avant qu'elle ne meure, avant que tout ne s'effondre, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, 7 ans. Elle était partie il y a 8 ans. Le calcul était simple, de la manière la plus brutale. Ara était enceinte quand elle est partie. Elle le savait et elle n'a rien dit. Le verre de vin sur le bureau s'est brisé avant que Rix ne réalise qu'il l'avait jeté. Le vin et le verre ont éclaboussé le mur, le plancher en bois, éparpillé là comme des gouttes de sang dans la lumière jaune. Il n'était pas en colère contre Elora. Ou du moins, la colère qui lui était destinée se trouvait quelque part de plus profond, de plus compliqué. Un endroit qu'il n'était pas encore prêt à toucher. La colère, maintenant, était pour lui-même. Il était Rix Malone. Il contrôlait la moitié de Chicago. Il pouvait trouver n'importe qui sur cette planète s'il le voulait, n'importe qui. Et il avait arrêté de chercher la femme qu'il aimait après seulement 2 mois, à cause de son ego. 2 mois pendant lesquels elle avait été seule, enceinte, terrifiée, fuyant son monde avec 42 $ ou quelque chose comme ça, en poche. 7 ans que ses enfants avaient vécu sans connaître le visage de leur père. 7 ans qu'il était assis dans un penthouse avec un verre de vin à 1 000 $, pendant que ses enfants grandissaient dans un appartement en sous-sol. Cruz attendait toujours au téléphone. Rix a repris le téléphone après qu'il soit tombé sur le bureau. Sa voix était de nouveau calme, mais d'un calme que Cruz connaissait bien. Le genre de calme qui précédait un changement radical et définitif. « Emmène-moi à l'hôpital où elle est soignée », a dit Rix. « Pas là où elle se trouve. Pas au stand de limonade. À l'hôpital. » Parce que Rix Malone ne faisait jamais rien sans avoir d'abord une vue d'ensemble. Et maintenant, il devait savoir à quelle vitesse Ara se mourait avant de décider de réapparaître dans sa vie. Rix est arrivé à l'hôpital du comté de Cook à 9 heures le lendemain matin, sans Cruz, sans garde du corps. Il portait un manteau sombre, pas de montre, pas de bague, et ressemblait à un homme ordinaire venant rendre visite à un parent. Il n'est pas allé dans une chambre de patient. Il est allé directement au bureau des finances au premier étage, où les couloirs brillaient sous les néons et l'odeur de vieux papier se mêlait à celle du nettoyant pour sol. La femme au bureau des finances l'a regardé par-dessus une paire de lunettes à monture argentée et lui a demandé ce dont il avait besoin. Rix a dit qu'il représentait une œuvre de charité médicale et voulait se renseigner sur le compte d'une patiente nommée Ara Sinclair. La femme a tapé le nom dans le système et Rix a vu l'expression de son visage changer.
Le genre de changement que les gens ont quand ils regardent un chiffre trop grand attaché à quelqu'un de trop pauvre. Le compte de Mademoiselle Sinclair présente actuellement un solde de 47 000 $, a dit la femme, baissant la voix, comme si ce chiffre devait être prononcé doucement pour être poli. Elle a 3 mois de retard de paiement. Selon notre politique, s'il n'y a pas de résolution dans les 2 prochaines semaines, nous devrons interrompre tous les services de traitement non urgents. Rix a entendu les mots « interrompre les services de traitement ». Et l'image qui lui est venue à l'esprit n'était pas un chiffre. C'était de la photo que Cruz avait envoyée la veille. 2 enfants aux yeux gris debout à côté d'un pichet de limonade fissuré. Une pancarte faite à la main, écrite d'une écriture d'enfant mal assurée. Chaque verre aide notre mère à vivre un jour de plus. 75 centimes le verre. Alors que leur mère devait 47 000 $. Il a eu envie de frapper son poing sur le bureau. Il ne l'a pas fait. Je veux payer la totalité du solde impayé, a dit Crix. Et en même temps, je veux prépayer le coût des 12 prochains mois de traitement. La femme l'a regardé comme s'il venait de parler une langue étrangère. Il a répété. Elle a demandé le nom de l'organisation. Crix a tendu la carte de visite d'une société écran qu'il avait préparée la nuit précédente. La Fondation d'aide médicale de Lakeview. Un nom qui n'existait dans aucune base de données, sauf dans le système bancaire que Cruz avait mis en place pour le blanchiment d'argent. Elle a appelé le directeur a appelé le chef comptable. 30 minutes plus tard, Rix a signé des documents de paiement pour un total de 220 000 $, incluant l'ancienne dette et le paiement anticipé. Il a utilisé le compte de la société écran. Le nom Malone n'apparaissait sur aucun des documents. Avant de partir, il n'a donné qu'une seule instruction. Ne pas divulguer l'identité de la personne qui a payé à la patiente. Si elle demande, dites-lui simplement que c'était une œuvre de charité anonyme. Il a quitté l'hôpital sans passer par les étages des patients, sans lever les yeux vers le panneau d'hématologie, sans demander quelle chambre appartenait à Ara. Parce qu'il savait que s'il la voyait maintenant, mince, pâle, allongée dans un lit d'hôpital, il ne pourrait plus se contenter de rester de l'autre côté de la rue. Et s'il intervenait, Ara s'enfuirait. Elle s'était enfuie une fois, elle s'enfuirait à nouveau. Et cette fois, elle emmènerait les 2 enfants dont il venait à peine d'apprendre l'existence. 3 jours plus tard, Ara Sinclair a poussé la porte de la réception de l'hôpital du comté de Cook avec la posture de quelqu'un qui se prépare à entendre une sentence. Elle avait déjà calculé dans sa tête 47 000 $ de dette, 3 mois de retard. Aujourd'hui, il lui dirait qu'il ne pouvait pas continuer le traitement. Et elle devrait hocher la tête, dire merci, puis sortir sur des jambes tremblantes sans laisser personne la voir pleurer. Elle avait répété ce moment pendant 3 nuits. Mais la femme au bureau des finances la regarda différemment. Pas avec le regard familier de pitié, mais avec confusion. « Mademoiselle Sinclair, dit-elle, votre compte a été entièrement payé. » Ara a cru avoir mal entendu. « Pardon, qu'avez-vous dit ?» a-t-elle demandé. « La totalité du solde impayé a été réglée, » a poursuivi la femme, « et le coût des 12 prochains mois de traitement a été prépayé par une organisation caritative anonyme. Votre solde actuel est de 0. » Ara se tenait au comptoir, les 2 mains agrippées au bord du bureau. 0. 3 jours plus tôt, elle devait 47 000 $ et se préparait à voir son traitement interrompu. Maintenant, son solde était de 0, et les 12 prochains mois avaient été payés. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dit merci. Elle a demandé le nom de l'organisation. La Fondation d'aide médicale de Lakeview, a lu la femme à l'écran. Ra l'a noté. De retour à l'appartement en sous-sol, elle a ouvert son vieil ordinateur portable et a tapé le nom de l'organisation dans la barre de recherche. Pas de site web, pas d'enregistrement d'organisation à but non lucratif, pas d'article, pas d'avis. Aucune trace prouvant que cette organisation avait existé avant le jour où le paiement a été effectué. 220 000 $ d'une organisation fantôme. Ara a fermé l'ordinateur portable et s'est assise très immobile sur le lit. Ses mains étaient froides. Pas froides à cause de la maladie, mais froides de peur. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne dans ce monde qui avait à la fois 220 000 $ achetés dans un hôpital sans que personne ne sache son nom et qui avait une raison de le faire pour elle. Rix. S'il avait payé, cela signifiait qu'il savait où elle était. S'il savait où elle était, il savait à quel point elle était malade. Et si c'était Cruz qui l'avait trouvée, alors il avait aussi vu Macy et Sorin. Les yeux.
Elle a entendu les enfants dans la salle de bain, Maisie grondant Sorin pour avoir utilisé tout le dentifrice. Sorin répondant de sa voix égale qu'elle en utilisait 2 fois plus que lui parce qu'elle se brossait les dents 3 fois par jour alors que lui ne le faisait que 2 fois. C'était des mathématiques de base, la dispute ordinaire de 2 enfants de 7 ans. Si ordinaire que ça faisait mal. Car si Rex Malone savait que ses 2 enfants étaient des siens, plus rien ne serait jamais ordinaire. Sorin est sorti le premier de la salle de bain, les cheveux mouillés, les yeux fixés sur sa mère. Le garçon s'est immobilisé un instant, la tête penchée vers la gauche, comme il le faisait toujours quand il analysait quelqu'un. « Maman, a-t-il dit, il y a une bonne nouvelle, alors pourquoi as-tu peur? » Ce n'était pas une question, c'était une observation. 7 ans, et le garçon pouvait lire la peur sur le visage de sa mère plus clairement que n'importe quel adulte. Ara s'est agenouillée et a serré Sorin dans ses bras. « Parfois, les bonnes nouvelles ont un prix, mon chéri, » dit-elle, sa voix douce et calme, comme seules les mères habituées à cacher leur peur savent le faire. Sorin n'a rien demandé de plus, mais ses yeux disaient qu'il n'en avait pas fini avec cette question. Cette nuit-là, Maisie et Sorin dormaient, blottis l'un contre l'autre sur le lit simple, la fine couverture remontée jusqu'à leur menton. Ara était allongée sur le canapé, fixant le plafond, comptant chaque fissure dans la peinture écaillée. Elle s'était enfuie il y a 8 ans. Elle y avait changé le nom sur le bail, changé son numéro de téléphone, évité les réseaux sociaux, coupé tout contact avec quiconque de son ancienne vie. Elle avait pensé avoir disparu assez profondément. Mais Rex Malone n'était pas un homme ordinaire. Et maintenant qu'il l'avait trouvé, il avait aussi trouvé les enfants. Il ne les laisserait jamais partir. Ara le savait aussi sûrement qu'elle savait d'où venaient les yeux de ses enfants. Une semaine après le jour où Ara a vu les mots « solde zéro » sur l'écran de l'ordinateur de l'hôpital, elle se tenait devant les grilles de l'école primaire de Lincoln Park à 3 heures de l'après-midi. Elle attendait que Macy et Sorin sortent de l'école. La chaleur de juillet était si intense que l'air semblait trembler au-dessus de l'asphalte. Mais le froid dans la poitrine d'Ara n'avait rien à voir avec la météo. Elle avait vécu pendant 7 jours dans un état d'attente. 7 jours à savoir que quelqu'un l'observait. 7 jours à vérifier le rétroviseur chaque fois qu'elle conduisait, à regarder par-dessus son épaule chaque fois qu'elle tournait dans une ruelle. Et maintenant, debout devant les grilles de l'école, parmi d'autres parents qui discutaient et riaient comme si la vie était ordinaire, Ara est regardée de l'autre côté de la rue et l'a vue. Rex Malone se tenait sous le feuillage d'un vieil érable, à environ 30 mètres de l'entrée de l'école. Pas de voiture noire rutilante. Pas de garde du corps. Aucun signe de l'homme qui contrôlait la moitié de Chicago. Seulement un homme grand et mince en chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude. Il se tenait le dos contre le tronc de l'arbre, les 2 mains dans les poches, la regardant droit dans les yeux. 8 ans. 8 ans depuis la nuit où Ara a vu du sang sur le sol de son bureau et a fui l'appartement de la rue Damon avant l'aube. 8 ans depuis la dernière fois qu'elle a regardé dans ses yeux gris. Et maintenant, ses mêmes yeux étaient fixés sur elle, de l'autre côté de la circulation. Calme, patient, comme s'il pouvait rester là toute la journée. Ara sentit le sang quitter son visage. La cloche de l'école sonna. Les portes s'ouvrirent. Les enfants se déversèrent comme de l'eau brisant un barrage. Maisie sortit en courant de la première, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, sa bouche déjà en mouvement, alors qu'elle disait quelque chose à une amie. Sorin la suivait plus lentement, le petit carnet sous le bras, ses yeux balayant les environs par habitude. « Maman !» cria Maisie de loin. « J'ai eu un 9 à mon test d'orthographe aujourd'hui. » Ara s'avança, une main agrippant l'épaule de Maisie et tirant la petite fille derrière elle. Son autre main se referma sur le poignet de Sorin. C'était un instinct, pas une pensée. La façon dont une mère animale pousse ses petits derrière elle quand elle sent le danger. Maisie leva les yeux, surprise. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ahas ne répondit pas à sa fille. Elle regarda droit vers Rex, qui avait quitté le trottoir et traversait maintenant la rue vers eux. Un pas à la fois, lent et régulier, ni pressé, ni menaçant, mais chaque pas portait le poids d'un homme peu habitué à ce qu'on lui refuse quoi que ce soit. Il s'arrêta à 3 pas d'elle, assez près pour qu'elle voie les nouvelles mèches argentées à ses tempes, assez près pour qu'il voie la saillie de sa clavicule sous le tissu fin de son chemisier. 8 ans les avaient changés tous les deux,
mais pas assez pour les empêcher de se reconnaître immédiatement. Rix ne regarda pas Ara d'abord. Il baissa les yeux. Il regarda Maisie, qui jetait un coup d'œil derrière le dos de sa mère, les yeux grands ouverts de curiosité et sans la moindre trace de peur. Puis il regarda Surin, debout à côté de sa mère, silencieux, la tête légèrement penchée vers la gauche. Ses yeux étaient fixés sur lui avec une expression que Rix reconnut instantanément. Une expression qui évaluait, mesurait, décidait si la personne en face était un ami ou un ennemi. Il se vit dans ses yeux, si clairement que ça faisait mal. « Quel âge ont-ils » a demandé Rix, sa voix calme mais plus basse que d'habitude, comme s'il contrôlait chaque syllabe pour qu'elle ne se brise pas. « Tu n'as pas le droit de demander » répondit Ara, sa voix dure et tranchante. La voix de quelqu'un qui se préparait à cette conversation depuis 7 jours, ou peut-être depuis 8 ans. « 7 ans » a dit Rix. « Ils ont 7 ans, et tu es parti il y a 8 ans. » Il s'arrêta, ses yeux quittant les enfants pour se poser sur le visage d'Ara. « Ce sont mes enfants. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Ara ne le nia pas. Elle ne pouvait pas le nier alors que les yeux gris de Sorin regardaient les yeux gris de Rix comme un miroir face à lui-même. Mais elle ne le confirma pas non plus. Elle se tenait simplement là, le dos droit, les 2 mains serrant fermement ses enfants, et elle sentit tout ce qu'elle avait construit dans 8 ans. La sécurité, l'invisibilité, le mur entre ses enfants et le monde de Rix commençait à se fissurer en morceaux. « Maman, qui est cet homme ?» demanda Maisie, sa voix forte et claire, comme celle des enfants de 7 ans qui veulent une réponse immédiatement. Ara ne répondit pas à Maisie. Elle regarda Rix. « Tu as payé les factures de l'hôpital, n'est-ce pas? » « Oui, dit Rix, un seul mot, sans explication, sans justification. « Je n'ai pas besoin de ton argent, dit Ara, et sa voix trembla à la fin de la phrase, bien qu'elle ne le veuille pas. Tremblant de colère, pas de faiblesse. Colère parce qu'il était entré dans sa vie sans demander. Colère parce qu'il avait payé sans permission. Colère parce qu'il se tenait là, devant ses enfants, et brisait tout ce qu'elle avait sacrifié pour les protéger. « Mais mes enfants ont besoin de leur mère vivante, » a répondu Rix. Ces 4 derniers mots, leur mère vivante, restèrent un temps suspens entre eux comme une corde tendue. Ara voulait lui crier au visage qu'elle avait survécu 7 ans sans lui, qu'elle avait élevé 2 enfants seuls avec 2 emplois et 4 heures de sommeil par nuit, qu'elle n'avait pas besoin d'un chef de la mafia pour la sauver. Mais elle savait aussi, au plus profond d'elle-même, là où elle ne voulait pas l'admettre, que sans ces 220 000 $ anonymes, son traitement aurait été interrompu en 2 semaines et les enfants seraient devenus orphelins. Le silence s'étira. D'autres parents passèrent, leur jetant des regards curieux, puis continuèrent leur chemin. Les bruits d'enfants jouant dans la cour de l'école flottaient dans l'air. Les sons ordinaires d'un après-midi ordinaire où rien n'était ordinaire du tout. Sorin n'a pas dit un seul mot pendant tout l'échange. Il se tenait à côté de sa mère, le petit carnet bien serré sous son bras, et regardait Rix avec des yeux exactement comme ceux de l'homme en face de lui. Puis il baissa les yeux sur sa propre main, une petite main, de longs doigts, des ongles rongés par une habitude née de l'inquiétude. Il avait vu ses yeux dans le miroir chaque matin pendant 7 ans. Il avait interrogé sa mère sur son père et n'avait reçu que du silence ou des demi-réponses. Et maintenant, debout sur le trottoir devant les grilles de l'école primaire de Lincoln Park, Sorin regardait l'homme étrange avec les mêmes yeux que les siens et n'avait besoin de personne pour le confirmer. Il savait. Rix est venu à l'appartement en sous-sol d'Ara à 9 heures ce soir-là, 2 jours après la confrontation devant l'école. Elle avait accepté de le laisser venir parler à une seule condition. Après que les enfants soient endormis, Cruz l'y a conduit. Puis il s'est gré au bout de la rue, les phares éteints et le moteur en marche, attendant. Rix a descendu les marches menant au sous-sol. Chaque pas résonnait sur le béton humide. La porte était peinte en bleu, la peinture s'écaillait, la serrure était bon marché, du genre que n'importe qui avec un tournevis aurait pu ouvrir en 30 secondes. Ara a ouvert la porte et s'est écarté pour le laisser entrer sans dire un mot. L'appartement était plus petit qu'il ne l'avait imaginé, plus petit que la salle de bain de son penthouse. Une seule pièce servait à tout. La cuisine était nichée dans un coin, une table à manger pliante poussée contre le mur. Un vieux canapé sur lequel Ara dormait clairement,
car le seul lit simple appartenait aux enfants. Maisie et Sorin dormaient sur ce lit maintenant, blottis l'un contre l'autre, sous une fine couverture. Maisie était à moitié enroulée autour de Sorin. Sorin était allongé sur le dos, le petit carnet plié sur sa poitrine, comme s'il s'était endormi en plein milieu de l'écriture. Rick se tenait au milieu de la pièce et regardait. De la moisissure sur les murs, une tache d'eau s'étalant sur le plafond, de la peinture s'écaillant dans le coin près de la seule fenêtre qui était au niveau du sol extérieur. Le réfrigérateur émettait un faible bourdonnement, et quand il a jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte, il était presque vide à l'intérieur. Seulement du lait, des œufs et un paquet du fromage le moins cher. La mâchoire de Rick se serra. Ce n'était pas de la pitié. Il n'avait pitié de personne. Il n'avait pas été élevé pour avoir pitié. C'était de la culpabilité. Pure, lourde, sans mélange. Ses enfants avaient vécu comme ça pendant 7 ans. Pendant qu'il était assis dans un penthouse au 42e étage sur Michigan Avenue, buvant du vin qui coûtait 200 $ la bouteille, dormant sur des draps de soie dont la facture de nettoyage mensuel aurait pu payer le loyer de cet appartement pour 1 an. Ses enfants partageaient un seul lit simple et leur mère dormait sur le canapé. Ara s'assit sur la chaise de la cuisine et désigna la chaise en face d'elle. Il s'assit. Ils se regardèrent à travers la table pliante étroite, dans la faible lumière jaune, et commencèrent à parler. « Il y a 8 ans, dit-elle, la voix basse et égale pour ne pas réveiller les enfants. Elle l'avait rencontré lors d'une exposition d'art à West Loop. Il portait un costume gris, parlait d'architecture et de vin, et elle pensait qu'il était un jeune homme d'affaires qui montait une chaîne de restaurants. Il ne lui a pas menti, il ne lui a juste pas dit toute la vérité. Elle l'aimait vraiment. Le genre d'amour qui l'a fait emménager dans l'appartement de la rue d'Amont après 3 mois de relation sans le regretter un seul jour. Il était doux avec elle d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez aucun homme. Il préparait le petit déjeuner chaque dimanche. Il se souvenait qu'elle détestait les oignons et préférait les tulipes aux roses. Il ne parlait jamais de travail, et elle ne posait pas de questions parce qu'elle pensait que c'était juste des affaires de restaurant, des problèmes d'employés, des choses ennuyeuses qu'il ne voulait pas ramener à la maison. Puis une nuit, elle est allée à son bureau au sous-sol du restaurant Malone pour lui apporter le dîner, car il avait dit qu'il devait travailler tard. La porte n'était pas verrouillée. Elle l'a poussée et a vu un homme à genoux sur le sol, le visage enflé, du sang coulant de sa bouche sur son menton et formant une flaque sur le béton. 2 hommes se tenaient de chaque côté de lui. Et Crix, son Crix, debout devant cet homme, sa voix si froide qu'elle ne l'a pas reconnu, disant que c'était la dernière chance qu'il aurait de dire la vérité avant de perdre la capacité de parler. Ara s'arrêta là. Elle baissa les yeux sur ses mains posées sur la table. Elle a dit qu'elle était restée derrière la porte pendant environ 4 secondes avant de reculer. 4 secondes, assez pour voir son visage. Pas en colère, pas hors de contrôle, complètement calme. Et ce calme était la chose la plus terrifiante de toutes. Elle est rentrée chez elle, a vomi dans sa salle de bain, puis s'est assise par terre en se tenant le ventre, là où les 2 enfants grandissaient en elle depuis 3 mois. Et elle a réalisé que ses enfants naîtraient dans ce monde, grandiraient dans ce monde, appelleraient cet homme père, et penseraient que le sang sur le sol était normal. Elle est partie avant l'aube. Pas de lettres, pas de message, parce qu'elle savait que si elle laissait quoi que ce soit derrière elle, il la retrouverait. Et s'il la retrouvait, elle ne serait pas assez forte pour partir une seconde fois. Rix a écouté du début à la fin sans l'interrompre. Quand Ara a fini, la pièce est restée silencieuse assez longtemps pour qu'ils entendent Sorin se retourner dans son lit. Le bruissement de la couverture, la respiration douce des 2 enfants, endormis à moins de 3 mètres. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas expliqué que l'homme par terre cette nuit-là était un traître qui avait vendu des informations à un rival et avait failli faire tuer Cruz. Il n'a pas dit que le monde de la pègre avait ses propres lois et qu'il n'était pas impitoyable par plaisir, mais parce qu'il le devait. Tout cela était vrai, mais ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance face à une femme enceinte de 3 mois voyant du sang sur le sol du bureau de son amant. « Tu as eu raison de partir cette nuit-là », a dit Crix, et sa voix ne trembla pas, mais elle était si basse que c'était presque un murmure. « Mais 7 ans, Ara. Pendant 7 ans, mes enfants n'ont pas connu leur père. Pendant 7 ans, mes enfants n'ont pas eu à avoir peur des coups de feu à minuit.
a répondu Ara sur le champ, comme si elle avait gardé cette phrase enfermée dans sa poitrine pendant 8 ans, attendant le jour où elle pourrait la dire. Impasse. Ils se regardèrent à travers la table pliante étroite. Dans la lumière jaune et le son de la respiration des enfants, et aucun des deux ne céda. Rix reprit la parole lentement et clairement. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais mes enfants, je les protégerai. Ce n'était pas une demande. Protéger, répéta Ara, l'amertume dans la voix. En les entraînant dans ton monde, en m'assurant que mon monde ne les touche jamais, répondit Rix. Ara ne répondit pas. Elle regarda le lit où Maisie et Sorin dormaient toujours, ne sachant pas que leur vie était en train d'être déchirée par deux adultes assis à moins de 3 mètres. Rix se leva. Il regarda les enfants une fois de plus, longuement, comme pour graver chaque détail dans sa mémoire, puis se dirigea vers la porte. Il s'arrêta dans le couloir extérieur, sa main droite appuyée contre le mur de béton froid, la tête baissée, les yeux fermés. En bas, Cruz était assis dans la voiture, regardant vers la cage d'escalier du sous-sol à travers le pare-brise. Et il vit son frère, l'homme que tout Chicago avait trop peur de regarder dans les yeux, debout contre le mur, les épaules secouées de tremblement. Ara ne savait pas exactement quand elle a accepté de laisser Rix rencontrer les enfants. Il n'y a pas eu un moment précis qu'elle puisse nommer. Seulement les jours qui ont suivi la nuit où il est venu à l'appartement. Les jours où elle était allongée sur le canapé, fixant le plafond, et pensant aux mots qu'il avait dit, en m'assurant que mon monde ne les touche jamais. Et à la façon dont Sorin l'avait regardé devant l'école, les yeux d'un enfant qui connaissait déjà la réponse, sans que personne n'ait besoin de la dire à voix haute. Finalement, elle l'a appelé, sa voix brève et dure. Samedi après-midi, 2 heures. Je suis là tout le temps. Personne d'autre ne vient. Rix a accepté sans négocier. Il est venu à l'appartement en sous-sol à 2 heures un samedi après-midi, seul, portant un T-shirt noir et un jean. Il ressemblait le moins possible à un chef de la mafia et le plus possible à un père ordinaire. Bien qu'il n'ait jamais su à quoi ressemblait un père ordinaire, car le sien était mort quand il avait 11 ans. Et ce qui l'avait remplacé, c'était les rues de Chicago. Maisie a ouvert la porte, elle l'a regardé de haut en bas avec les yeux vifs qu'elle avait hérités de Rix, puis s'est retournée et a crié dans l'appartement. « Maman, cet homme est là. » Ara se tenait dans la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine, le dos contre le réfrigérateur, ses yeux ne quittant pas Rix une seule seconde à partir du moment où il a franchi la porte. Sorin était assis sur le lit, son carnet ouvert sur ses genoux, un crayon à la main, et regardait Rix avec la même expression qu'il avait devant l'école. Ce regard froid, scrutateur, d'un grisacier, d'un enfant plus âgé que son âge. Rix ne savait pas où s'asseoir. L'appartement était si petit que chaque pas semblait trop grand, trop bruyant, de trop. Il a regardé autour de lui, a vu le sol et s'est assis là. Assis à plat sur le carrelage froid du sous-sol humide, les jambes pliées, le dos contre le mur. C'était la position la plus basse que Rix Malone ait prise depuis qu'il était lui-même un enfant des rues. Maisie l'a vu s'asseoir par terre et a décidé que c'était une invitation. Elle s'est laissée tomber en face de lui et a commencé à parler. Maisie parlait comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et avait oublié de l'éteindre. Elle lui a parlé de l'école, de sa meilleure amie Lily, qu'elle détestait cette semaine parce que Lily avait dit que les biscuits de Macy étaient brûlés, mais qu'elle avait adoré la semaine dernière parce que Lily lui avait prêté un crayon rouge. Elle lui a parlé de sa prof de maths, Madame Patterson, que Maisie n'aimait pas parce qu'elle leur faisait faire des multiplications avec la table de 9. Et qui a besoin de la table de 9 quand il y a des calculatrices? Elle lui a parlé du chat errant qui vivait derrière la benne à ordures de l'épicerie, celui qu'elle avait nommé Général, parce qu'il avait un visage sérieux, comme un commandant militaire. Rix s'est assis et a écouté. Il n'a pas interrompu, n'a pas regardé son téléphone, n'a pas agi comme s'il attendait que ça se termine. Il a écouté Maisie parler du général, de Madame Patterson, de Lily et des biscuits brûlés, avec le genre d'attention totale que peut-être personne d'autre qu'Ara n'avait jamais accordé à cet enfant. Sorin observait depuis le lit. Il ne s'est pas joint à la conversation, n'a pas parlé, il a seulement regardé avec ses yeux familiers
et a écrit quelque chose dans son carnet. Après que Maisie ait fait une pause pour respirer, Sorin a finalement parlé. Sa voix était douce, égale, et allait droit au but d'une manière qu'aucun enfant de 7 ans n'aurait dû savoir faire. Tu fais quoi dans la vie, papa? Rex a hésité. C'était la première fois dans la vie de Rex Malone qu'il hésitait avant une question. Il avait fait face à des agents fédéraux, des rivaux armés, des policiers avec des mandats d'arrêt, et n'avait jamais hésité. Mais un garçon de 7 ans, avec ses yeux, venait de l'appeler papa et lui demandait ce qu'il faisait dans la vie. Et chaque réponse était soit un mensonge, soit une catastrophe. Des affaires, a dit Crix. Des restaurants. Maisie a immédiatement sauté sur l'occasion. Tu as des restaurants, papa? On peut manger gratuitement, tout ce qu'on veut. Il y a de la glace? Sorin n'a rien dit. Mais ses yeux fixés sur Crix, montraient qu'il ne le croyait pas complètement. Il a fermé le carnet, a glissé le crayon dans la reliure et est tombé dans un silence qui rendait ce silence plus grand que n'importe quelle question. Les 2 heures sont passées plus vite que Crix ne s'y attendait. Maisie l'a entraîné dans un jeu de mots avec un vieux jeu de cartes auquel il manquait 3 cartes, et il a perdu parce qu'elle trichait sans même essayer de le cacher. Soren a dessiné quelque chose dans son carnet et n'a voulu le montrer à personne. Ara est restée dans sa cuisine tout le temps, les bras croisés, les yeux ne les quittant jamais. Mais à un moment donné, peut-être quand Maisie a ri parce que Rick s'est trompé de mots pour la 4e fois, peut-être quand Sorin s'est doucement rapproché un peu sur le lit, Ara a décroisé les bras. Elle n'a pas souri, mais elle a baissé les bras, et c'était déjà beaucoup. Vers la fin de l'après-midi, Maisie a couru dans la cuisine et est revenue avec un gobelet en plastique plein de limonade. Elle l'a tendu à Crix à 2 mains, solennellement, comme si elle présentait un prix. Limonade faite par Maisie et Sorin, a-t-elle annoncé. C'est 75 centimes, mais pour papa, c'est gratuit. Crix a pris le gobelet, il a bu lentement, regardant sa fille debout devant lui, attendant sa réaction. Regardant son fils assis sur le lit, faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais jetant un coup d'œil par-dessus son carnet. Il a bu tout le gobelet, et Cruz, qui se tenait devant la porte entr'ouverte pour surveiller, a vu son frère sourire. Pas le sourire froid qu'il utilisait dans les négociations, pas le sourire poli qu'il offrait en recevant des invités. Un sourire que Cruz n'avait pas vu sur le visage de Crix depuis qu'ils étaient enfants, avant que son frère ne sache ce que le monde ferait de lui. Les enfants se sont endormis tôt cette nuit-là. Maisie la première, enroulée dans la couverture comme un chat, sa bouche bougeant encore faiblement dans son sommeil. Sorin était allongé à côté d'elle, les yeux fermés, mais sa main tenait toujours le carnet contre sa poitrine. Rix se tenait à l'extérieur de la pièce, sans entrer, regardant seulement par l'ouverture étroite. Puis Maisie a parlé dans son sommeil, sa voix petite et claire, 2 mots s'échappant sans aucune conscience de leur poids. « Papa ». Rix est resté parfaitement immobile. Sa main droite s'est lentement serrée en un point si dur qu'on aurait dit qu'il essayait de maintenir ensemble quelque chose qui venait de se briser à l'intérieur de sa poitrine. Il est sorti dans le couloir. Cruz attendait en bas des escaliers. Et quand Rix est descendu, Cruz a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis s'est arrêté. Parce qu'il a regardé le visage de son frère et n'y a vu ni colère ni chagrin, mais quelque chose de plus profond et de plus dangereux que l'un ou l'autre. La résolution d'un homme qui venait de trouver la seule chose pour laquelle il était prêt à mourir pour la garder. « Frère », dit doucement Cruz quand Rix s'approcha de la voiture, « il y a une berline grise garée au bout de la rue depuis cet après-midi. Plaque de l'Illinois, pas une des nôtres. » Rix s'arrêta de marcher. Il ne se retourna pas pour regarder la voiture tout de suite. Il resta immobile un instant, puis regarda par la fenêtre du sous-sol d'où filtrait encore une faible lumière jaune de l'appartement où dormaient ses enfants. Puis il tourna les yeux vers le bout de la rue. La berline grise était assise à l'ombre d'un arbre. Ses phares éteints, ses vitres sombres, silencieuses comme une bête attendant avec patience. L'obscurité avait commencé à le regarder en retour. Bryce Kensington était assis dans le bureau derrière sa boîte de nuit, dans le sud de la ville, les pieds posés sur le bureau, sa main tournant lentement un verre de whisky. Pendant ce temps, le comptable, debout en face de lui, lisait le rapport financier hebdomadaire. Bryce avait demandé à ses hommes de suivre les transactions via le réseau bancaire. La plupart étaient des flux d'argent de routine entrant et sortant par les sociétés écrans de Crix Malone.
Des chiffres familiers, un rythme familier, rien qui ne vaille la peine d'être noté. Jusqu'à ce que le comptable mentionne un paiement de 220 000 d'une nouvelle société appelée la Fondation d'aide médicale de Lakeview, transféré directement sur le compte de l'hôpital du comté de Cook pour payer une patiente nommée Ellery Sinclair. Bryce a retiré ses pieds du bureau. « Qui ?» a-t-il demandé. « Ellery Sinclair », a répété le comptable. Femme, 27 ans, aucun lien avec les sociétés de Malone dans les registres publics. Ni employée, ni partenaire commercial, ni parente dans aucun dossier familial. 220 000 pour une femme que personne ne connaît. Bryce Kensington n'était pas stupide. Il contrôlait le sud de Chicago par la violence et la paranoïa. Mais cette paranoïa l'avait maintenu en vie assez longtemps pour devenir le seul rival que Rex Malone n'avait pas entièrement avalé. Il savait que Rex ne dépensait pas de grosses sommes par carité. Chaque dollar que Rex déplaçait avait un but. Et 220 000 versés à une femme inconnue signifiait que cette femme comptait. Et tout ce qui comptait pour Rex Malone était un levier potentiel pour Bryce Kensington. « Renseignez-vous sur elle », a dit Bryce. « Tout. » Mais il n'a pas eu à attendre longtemps, car la réponse s'est venue de l'intérieur même de la maison de Rex, avant même que ses hommes n'aient eu le temps de commencer à chercher. À 15 miles au nord, Noelle Hargrove se tenait seule dans le penthouse du 42e étage de Michigan Avenue. Elle regardait par le mur de verre Chicago, brillant dans la nuit. Le penthouse était d'environ 20 fois plus grand que l'appartement en sous-sol d'Era. Sols en marbre, meubles de créateur, une cave à vin valant autant qu'une voiture. Noelle y vivait depuis 2 ans. Ses vêtements étaient dans le placard. Ses cosmétiques tapissaient les étagères de la salle de bain. Son nom figurait sur la liste des invités VIP de l'immeuble. Mais il n'y avait pas une seule photo d'elle dans cet appartement. Pas une seule. Rex n'exposait de photos de personne, sauf celle dans le tiroir de son bureau qu'il pensait que personne ne connaissait. La photo de lui et d'une femme aux cheveux bruns souriant sur le balcon de la rue d'Amon. Noelle avait vu cette photo. Elle savait que ce sourire n'avait jamais été pour elle. 3 mois plus tôt, une nuit où Rex était rentré tard, Noelle lui a posé une question qu'elle gardait en elle depuis 6 mois. « Que suis-je pour toi? » Rex était en train d'enlever sa montre et de la poser sur l'étagère à côté du lit. Il s'est arrêté, l'a regardé et n'a pas répondu. Pas parce qu'il était cruel. Noelle l'a compris. Pas parce qu'il voulait la blesser, mais parce que la question ne lui importait tout simplement pas assez pour qu'il réfléchisse à la réponse. Elle l'a vu dans ses yeux, ce vide courtois. Le genre de regard que les gens portent à un beau meuble qui n'a aucune valeur émotionnelle. Cette nuit-là, Noelle s'est allongée à côté de Rex et a compris, aussi clairement que le marbre sous ses pieds, qu'elle n'était pas la femme qu'il aimait. Elle était une alliée politique, l'image à ses côtés lors des événements publics, celle qui partageait son lit, mais jamais le tiroir de son bureau. Et elle l'avait accepté, car le pouvoir qu'elle avait aux côtés de Rex Malone suffisait à compenser l'amour qu'elle ne recevait pas. Jusqu'à ce qu'elle découvre 220 000 allant vers une autre femme. Noelle avait ses propres sources au sein du service financier de Rex, un comptable qu'elle avait soigneusement cultivé dès son premier jour dans le penthouse. Ce comptable lui a donné le nom de Sinclair, l'adresse de l'hôpital et le montant exact de l'argent. Noelle a creusé plus profondément elle-même. Elle a trouvé l'adresse de l'école des 2 enfants, les dossiers d'inscription avec les noms Maisie Sinclair et Sorin Sinclair, 70 ans. Et quand elle a vu les photos d'identité de l'école, elle n'a eu besoin d'aucune explication. Les yeux, la mâchoire petite mais nette, la façon dont Sorin penchait la tête sur la photo, légèrement vers la gauche. Exactement comme Rex penchait la tête quand il réfléchissait. Les enfants de Rex. Noelle a posé son téléphone sur la table et s'est assise, très immobile, dans l'obscurité du penthouse. Elle a pensé aux 2 ans qu'elle avait vécu là. 2 ans à servir de décoration à côté d'un caïd. 2 ans à dormir à côté d'un homme qui gardait toujours la photo de son ancienne amante dans un tiroir. Et maintenant, cette femme avait des enfants avec lui. 2, de 7 ans, aux yeux gris. Noelle a rencontré Bryce Kensington dans un petit café en dehors du territoire contrôlé par Rex ou Bryce, une zone tampon à l'ouest que personne ne revendiquait. Elle est arrivée la première et prit une table dans un coin et portait des lunettes de soleil même si la nuit était déjà tombée. Bryce est arrivé plus tard, s'est assis, ne l'a pas salué,
l'a seulement regardé et a attendu. Noël a hésité un seul instant, pendant lequel elle a baissé les yeux sur sa tasse de café et a pensé à deux enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Deux enfants de 7 ans qui n'avaient rien à voir avec la guerre entre adultes. Et elle savait qu'en disant ce qu'elle allait dire, elle les livrerait à l'homme assis en face d'elle. Un homme qui les utiliserait comme des pions sans perdre une seconde à penser que les pions peuvent pleurer et avoir peur. Puis elle s'est souvenue de cette nuit, 3 mois plus tôt. Que suis-je pour toi? Et le silence de Rix. L'hésitation est morte. Il a deux enfants, a dit Noël d'une voix neutre. Deux enfants aux yeux gris, des jumeaux de 7 ans. Ses enfants avec une femme nommée Alaris Sinclair. Il les cache à Lincoln Park. Bryce n'a pas souri tout de suite. Il est resté immobile, tournant la bague à son doigt, analysant l'information dans son esprit. Puis il a souri, d'un sourire lent et large, le sourire d'un homme qui venait de trouver le point faible dans le mur d'une forteresse qui l'encerclait depuis des années. Alors Rix Malone, l'intouchable, a des enfants, dit-il. Intéressant, très intéressant. Le plan s'est formé avant même que le café de Noël n'ait eu le temps de refroidir. Ne pas frapper Rix directement. Trop cher, trop risqué. Prendre les enfants. Forcer Rix à céder tout le territoire du Northside. 5 millions de dollars en liquide. Et à quitter Chicago pour toujours. Ou alors, il récupérera ses enfants dans des cercueils. Au même moment, Cruz était assis dans la voiture devant l'appartement, surveillant l'ordinateur portable connecté aux caméras de sécurité qu'il avait installées dans le quartier. La berline grise qu'il avait repérée la nuit précédente avait disparu, mais Cruz avait réussi à enregistrer le numéro de plaque. Il a vérifié la plaque dans une base de données, et le résultat, qui est revenu, l'a fait attraper le téléphone et appeler Rix immédiatement. La voiture avait été louée au nom d'une des sociétés écrans de Bryce Kensington. Rix a écouté et est resté silencieux pendant 3 secondes, puis a donné l'ordre. Double la sécurité autour de l'appartement. 2 hommes de garde le jour, 2 la nuit. Personne ne s'approche des enfants sans passer par mes hommes d'abord. Cruz a hoché la tête et a exécuté l'ordre. Mais ni Rix ni Cruz ne savaient que le traître ne conduisait pas la berline grise, ne se tenait pas dans la rue à observer. Il n'avait pas besoin de faire tout ça, car elle dormait à côté de Rix chaque nuit dans le penthouse du 42e étage, et il n'en avait toujours aucune idée. Maisie a entendu le bruit sourd depuis la salle de bain à 7 heures, un mardi matin. Pas le bruit d'une bouteille de shampoing qui tombe ou de l'eau qui éclabousse, mais le son d'un corps humain heurtant le carrelage, lourd et mat, le genre de son qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas savoir distinguer. Mais Macy a su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Elle a couru vers la porte de la salle de bain, l'a poussée et a vu sa mère par terre. Ara était allongée sur le côté, les yeux fermés, une main agrippant encore le bord du lavabo, comme si elle avait essayé de se retenir avant de tomber. Du sang sortait de son nez et de sa bouche, pas en un flot rapide, mais lentement, régulièrement, s'infiltrant dans le carrelage blanc et s'étalant en forme de petite carte rouge foncée. Maisie a crié. Le son de son cri a réveillé Sorin, qui a sauté du lit et a couru en 3 secondes. Il a regardé sa mère par terre, a regardé le sang, a regardé Macy qui pleurait et secouait l'épaule de leur mère. Puis il est retourné dans la chambre et a attrapé le vieux téléphone de leur mère sur la table de chevet. Il a composé le 911. L'opératrice a répondu après 2 sonneries. Sorin a parlé, sa voix égale et chaque mot clair. Ma mère s'est évanouie sur le sol de la salle de bain. Elle saigne du nez et de la bouche. Elle a une insuffisance médulaire et est traitée à l'hôpital du comté de Cook. Notre adresse est 3427 rue Lincoln, sous-sol, appartement B. L'opératrice est restée silencieuse une seconde. « Quel âge as-tu » a-t-elle demandé. « 7 ans, a répondu Sorin. « Mais ma mère saigne, alors s'il vous plaît, dépêchez-vous. » L'ambulance est arrivée en 11 minutes. 11 minutes. Pendant que Maisie était assise sur le sol de la salle de bain, avec la tête de sa mère sur ses genoux, son pyjama trempé de sang, sa bouche répétant sans cesse « Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. » 11 minutes pendant lesquelles Sorin se tenait à côté d'elle, la main serrée autour du téléphone, les yeux ne quittant jamais sa mère, sans pleurer, parce qu'il avait décidé que l'un des deux devait rester calme, et Maisie n'allait clairement pas être cette personne en ce moment. Les ambulanciers ont soulevé Ara sur une civière.
Maisie n'a pas voulu lâcher sa mère jusqu'à ce qu'une infirmière s'agenouille et lui dise « Ta maman doit aller à l'hôpital tout de suite. Et tu es très courageuse. » Sorin n'a rien dit. Il a suivi la civière jusqu'à la porte, portant un sac à dos avec son petit carnet et le téléphone de sa mère à l'intérieur. Et dans l'ambulance, il est resté assis, immobile, regardant sa mère, allongée sans mouvement sous un masque à oxygène, sa petite main posée sur la sienne, comptant chaque faible respiration. Rex a reçu l'appel de l'homme de sécurité qu'il avait placé autour de l'appartement. L'homme a dit qu'une ambulance venait d'arriver et avait emmené Ara, et que les enfants étaient partis avec elle. Rex a atteint l'hôpital du comté de Cook en 20 minutes, plus vite qu'il n'avait jamais conduit de sa vie. Et quand il est entré dans le service des urgences, la première chose qu'il a vue, c'est Macy assise sur une chaise en plastique dans le couloir. Son pyjama était encore taché de sang séché, ses yeux rouges, les deux bras enroulés fermement autour de Sorin, qui était assis à côté d'elle, le visage pâle, mais les yeux toujours ouverts, toujours alertes, toujours en train de regarder. Le docteur Philippa Tran a rencontré Rex à l'extérieur de la salle de traitement après avoir stabilisé Ara. C'était une petite femme aux cheveux noirs soigneusement attachés, des yeux derrière des lunettes à monture fine, le regardant sans la moindre peur. Même si elle savait clairement qui il était, ou du moins qu'il était l'homme qui payait tous les frais de traitement par le biais d'une société écran que personne à l'hôpital ne croyait vraiment être une œuvre de charité. Elle a parlé franchement. Le médicament qu'elle prend ne fait que gagner du temps. Il ne guérit pas la maladie. L'insuffisance médulaire d'Ara progresse plus vite que prévu. Sa moelle ne produit pas assez de cellules sanguines, ce qui signifie qu'elle continuera à saigner anormalement, à contracter des infections, à s'affaiblir jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le supporter. Le seul traitement qui a une vraie chance de la guérir est une greffe de moelle osseuse. Et le donneur le plus compatible est souvent un parent proche. « Je serai testé », a dit Rex immédiatement, sans réfléchir, sans poser d'autres questions. Le docteur Tran a hoché la tête puis s'est tourné vers Ara, qui était maintenant réveillée et écoutait la conversation avec des yeux fatigués mais pleinement conscients. Le docteur a posé une autre question, sa voix plus douce maintenant, bien que ce qu'elle demandait ait encore plus de poids. « Ara, je dois vous interroger à nouveau sur vos antécédents d'exposition à des produits chimiques. Dans quel type d'environnement avez-vous travaillé au fil des ans? » Ara a regardé le docteur Tran, puis a baissé les yeux sur ses mains, posées sur le drap blanc. Elle a avoué. 5 ans à travailler de nuit au pressing d'Orla Brennan, à Pilsen. Le magasin utilisait du perchloroéthylène, le solvant industriel utilisé pour le nettoyage à sec. Il n'y avait pas de système de ventilation adéquat, pas de respirateur, pas d'équipement de protection à part les fins gants en caoutchouc qu'elle s'achetait d'elle-même. Pendant 5 ans, elle a respiré ce produit chimique chaque nuit pendant 8 heures. Et elle n'a jamais posé de questions parce qu'elle avait besoin du travail, besoin de l'argent, besoin de nourrir 2 enfants. Et Orla était la seule personne prête à payer une femme sans papier, sans assurance et sans antécédents professionnels. Le docteur Tran a écouté, a pris des notes, puis a dit la chose qu'Ara craignait depuis le moment où la question a été posée. Le perchloroéthylène est un cancérigène confirmé et a été directement lié à l'insuffisance médulaire. Une exposition à long terme dans un espace non ventilé est un facteur de risque extrêmement élevé. Cela pourrait être la cause directe de votre maladie. Ara n'a pas réagi tout de suite. Elle est restée allongée, immobile, fixant le plafond de l'hôpital, pensant à Orla Brennan. Orla, la femme irlandaise de 55 ans, bruyante et rude, la seule qui lui ait donné du travail quand personne d'autre ne voulait même la regarder. La femme qui apportait de la soupe quand Macy et Sorin avaient de la grippe l'hiver dernier. La femme qui l'insultait tous les jours mais ne l'a jamais payé en retard. Orla, qui l'avait peut-être tué par accident avec un solvant industriel et une paire de fins gants en caoutchouc. Ara ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. De la colère, de la gratitude, ou les deux en même temps. Dans le couloir, Rex était assis dans la salle d'attente après que l'infirmière lui ait prélevé du sang pour les tests. Il a baissé les yeux sur son bras gauche, où un tampon de coton couvrait la marque de l'aiguille, et a réalisé que c'était la première fois de sa vie qu'il donnait quelque chose de l'intérieur de son propre corps, au lieu de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Il est resté assis là,
dans la salle d'attente de l'hôpital, sous les néons et l'odeur de désinfectant. Et pour la première fois, il a compris qu'il y avait des choses que l'argent ne pouvait pas acheter, que les armes ne pouvaient pas voler et que le pouvoir ne pouvait pas commander. Son corps était soit compatible, soit il ne l'était pas. Et s'il ne l'était pas, il devrait faire face à la possibilité que tout ce qu'il avait, l'Empire, les milliards, l'armée souterraine, tout cela était inutile contre la maladie de la femme allongée à 2 murs de lui. L'appel est arrivé sur les téléphones des 2 gardes à 2h43 du matin. La voix à l'autre bout du fil appartenait à un homme prétendant à être l'un des proches subordonnés de Rix. Il disait que Rix avait été blessé dans un affrontement dans l'ouest de la ville et avait besoin de tous ses hommes sur place immédiatement, avec une trousse médicale et une voiture de secours. L'appelant connaissait le mot de passe de communication interne, le nom de code de Rix, le protocole d'urgence exact, parce que ces informations provenaient de Noel Hargrove, la femme qui dormait à côté de Rix chaque nuit et avait entendu suffisamment de choses pour savoir tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Les 2 gardes n'ont rien soupçonné. Ils ont abandonné leur poste en 3 minutes, ont roulé vers l'ouest de la ville à travers la nuit et ont laissé l'appartement en sous-sol de la rue Lincoln sans surveillance. 7 minutes plus tard, 2 hommes ont descendu les escaliers du sous-sol. Ils n'ont pas forcé la serrure, car cette serrure bon marché pouvait être ouverte avec rien de plus qu'une carte en plastique rigide. La porte s'est ouverte sans un bruit. L'appartement était éclairé seulement par la lumière de la rue filtrant par la petite fenêtre au niveau du sol. Maisie et Sorin dormaient dans le lit, blottis l'un contre l'autre, sous la fine couverture. Le canapé était vide car Ara était toujours à l'hôpital. Le premier homme s'est dirigé vers le lit. Il s'est penché, une main soulevant la couverture, l'autre tendant la main vers Sorin. Maisie s'est réveillée la première. Elle a ouvert les yeux et a vu une silhouette sombre debout au-dessus de son lit. Un visage étrange. L'odeur de cigarette et de sueur. Elle a crié. Le cri a déchiré la petite pièce, si aigu et si fort qu'il a fait reculer l'homme d'un demi-pas. Maisie n'a pas seulement crié. Elle s'est battue. Elle a donné des coups de pied et griffé, et quand la main de l'étranger s'est refermée sur sa bouche, elle a mordu. Mordu profondément dans la chair entre son pouce et son index. Mordu jusqu'à sentir le goût du sang. Et l'homme a retiré sa main en jurant. Sorin s'est réveillé instantanément en entendant Maisie crier, mais il n'a pas crié. Quelque chose d'instinctif en lui, quelque chose dont il ne savait pas d'où ça venait, mais que Rix aurait reconnu tout de suite s'il l'avait vu, lui a dit de rester silencieux et d'observer. Dans le chaos et l'obscurité de la pièce, dans les cris de Maisie et les jurons des ravisseurs, Sorin a ouvert les yeux et a mémorisé. Le premier homme, celui que Maisie a mordu, avait un tatouage de scorpion sur le poignet droit, visible quand il a levé la main sous la lumière de la rue venant de la fenêtre. Le deuxième homme, celui qui a attrapé Sorin et l'a soulevé du lit, sentait les cigarettes Camel, le paquet jaune que Sorin avait senti assez souvent à l'arrêt de bus pour le reconnaître. Et sa voix avait un accent du sud, traînant sur les voyelles à la fin de ses mots. Quand ils ont bandé les yeux des enfants et les ont emmenés dehors, Sorin a essayé de voir par le bord du tissu, là où il avait glissé. Il a vu le véhicule, un SUV noir, et avant d'être poussé sur la banquette arrière, il a lu les 3 premiers caractères de la plaque d'immatriculation sous le lampadaire. J74. Il l'a répété dans sa tête comme on répète une leçon. J74. 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 Tatouage de scorpion, cigarette Camel, accent du sud. J74. À 3h07 du matin, le téléphone de Rix a vibré. Il était dans le penthouse, tout juste rentré de l'hôpital après avoir donné son sang pour les tests, assis sur le canapé sans même avoir encore enlevé ses chaussures. Numéro inconnu, il a répondu. La voix à l'autre bout du fil était familière. Une voix qu'il avait entendue dans des négociations territoriales et dans des menaces échangées pendant 10 ans. Bryce Kensington. Tes enfants aux yeux gris sont magnifiques, Malone, a dit Bryce, sa voix lente et satisfaite, comme s'il savourait chaque mot. Ce serait dommage qu'il doive fermer ses yeux. Rix n'a pas crié, n'a rien cassé, n'a pas jeté le téléphone. Il est resté assis, immobile, sur le canapé, le téléphone à l'oreille, et tout en lui s'est arrêté de bouger. Cruz se tenait à l'entrée du salon, venant juste d'entrer quand le téléphone a sonné, et il a regardé son frère. Il avait vu Rix en colère.
Il avait vu Crix donner des ordres pour se débarrasser d'hommes d'une voix glaciale. Il avait vu Crix affronter des agents fédéraux sans s'érier. Mais il n'avait jamais vu ce genre de silence. Le genre de silence qui rendait l'air de la pièce solide. Le genre de silence que Cruz, après 34 ans à être le jeune frère de Crix Malone, savait être le prélude à quelque chose de plus dévastateur que n'importe quelle rage. Crix a baissé le téléphone. Il a regardé Cruz. « Appelle l'hôpital, dit-il, la voix neutre. Dis-leur de ne pas le dire à Ara avant que j'appelle. » Mais il était déjà trop tard. L'un des deux gardes avait appelé en roulant vers l'ouest de la ville, au moment où il a réalisé que l'appel d'urgence était faux. Et quand il est retourné à l'appartement et a trouvé la porte ouverte et le lit vide, il a appelé la seule personne qu'il pensait devoir savoir en premier. Leur mère, Ara, a reçu l'appel à 3h15. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, une aiguille de perfusion dans le bras, son corps encore faible de son malaise de la veille. Quand elle a entendu la première phrase, « Les enfants ne sont pas dans l'appartement », elle a arraché la perfusion de son bras. Pas avec précaution, elle l'a arraché, le sang jaillissant et imbibant le drap blanc. Elle a basculé ses jambes sur le côté du lit, a touché le sol, s'est levée. L'infirmière de service est arrivée en courant quand l'alarme de la perfusion a commencé à sonner. « Mademoiselle Sinclair, vous ne pouvez pas sortir du lit. Vous êtes dans un état dangereux. » Ara a regardé l'infirmière avec des yeux que cette femme se souviendrait très longtemps. Les yeux d'une mère mourante qui n'avait pas peur de la mort, seulement de perdre ses enfants. « Mes enfants ont été enlevés, » a dit Ara, sa voix tremblant, mais pas de faiblesse, tremblant de la guerre entre la terreur et la rage dans sa poitrine. « Vous pourriez me tuer et vous ne me retiendriez toujours pas ici. » Elle a fait 2 pas vers la porte avant que le téléphone sur la table de chevet ne se mette à sonner. Le numéro de Crix. Elle a répondu. « Ara » a dit Crix, et pour la première fois, elle a entendu quelque chose dans sa voix en plus du contrôle. Quelque chose qui ressemblait presque à une supplication. Bien que Crix Malone ne sache pas supplier. « Je jure que je les ramènerai, mais j'ai besoin de toi vivante. Les enfants ont besoin de toi vivante. » Ara se tenait au milieu de la chambre d'hôpital, pieds nus sur le sol froid. Le sang coulait encore du site de la perfusion sur son bras, et elle voulait lui crier au visage que c'était sa faute, son monde, ses ennemis, qu'elle s'était enfuie il y a 8 ans pour cette raison exacte. Mais elle n'a pas crié. Elle s'est effondrée sur le bord du lit, pas parce qu'elle obéissait à Crix, mais parce que ses jambes n'avaient plus la force de la soutenir. Son corps l'a trahie au moment exact où elle en avait le plus besoin. Elle est restée assise là, agrippant le téléphone, fixant le mur en face d'elle, et a entendu Crix dire les 4 derniers mots avant de mettre fin à l'appel. 4 mots prononcés d'une voix aussi plate que l'eau avant une tempête. Retrouver mes enfants, à n'importe quel prix. L'entrepôt se dressait à la lisière d'un quartier industriel sordide du sud de Chicago, juste à l'écart du trafic intense des principales artères de la ville. Le genre d'entrepôt abandonné que personne ne prenait la peine de démolir, car le coût de la démolition était plus élevé que la valeur du terrain en dessous. Il faisait sombre, froid même en plein été, car les murs de béton épais retenaient encore l'humidité de l'hiver précédent. L'odeur de vieille huile de machine imprégnait le sol en ciment fissuré, et la seule lumière venait d'une seule ampoule au plafond, suspendue à un fil dénudé, se balançant dans le courant d'air qui s'infiltrait par les interstices du mur. Maisie et Sorin étaient assis sur le sol en béton dans un coin de l'entrepôt. Leurs mains étaient attachées avec des serre-câbles en plastique, mais pas très serrés. Les ravisseurs n'étaient clairement pas habitués à attacher des enfants et ne pensaient pas que 2 enfants de 7 ans puissent faire grand-chose. Maisie pleurait. Elle essayait de le cacher, mais elle ne pouvait pas. Ses épaules étaient secouées par vagues, des larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur ses poignets liés. Elle se mordait la lèvre pour ne pas faire de bruit, bien que de petits sockets brisés s'échappaient encore de son nez. Elle serrait Sorin avec ses bras liés, tirant son frère contre elle comme si elle était la mère et qu'il était l'enfant qui avait besoin de protection, même si tous les deux avaient si peur que leurs battements de cœur résonnaient dans leurs oreilles. Sorin ne pleurait pas. Il était assis dans les bras de sa sœur, le dos contre sa poitrine, et faisait la seule chose qu'il faisait le mieux. Il observait. Il avait observé depuis le moment où ils avaient été mis dans la voiture, par le bord du bandeau qui avait glissé.
Il avait compté le nombre de virages que la voiture avait fait, mémorisé la durée du trajet. Et quand le bandeau a été retiré à l'intérieur de l'entrepôt, il a commencé à scanner tout l'espace avec ses yeux déjà habitués à tout juger. La porte principale était en acier, avec un garde assis à l'extérieur. Un seul homme, Soren, n'avait entendu qu'une seule voix parler au téléphone. Les murs sur 3 côtés étaient en béton massif, sans issue. Mais à l'arrière, sur le mur opposé à la porte principale, il y avait une petite fenêtre placée en hauteur, à peu près à la hauteur des épaules d'un adulte, à peu près à la hauteur de la tête de Soren s'il se mettait sur la pointe des pieds. La fenêtre avait un vieux loquet rouillé, du genre qui tourne sur un fermoir en métal rongé par le temps. Personne ne gardait de la fenêtre, car personne ne pensait que 2 enfants de 7 ans aux mains liées pourraient grimper à travers. Dehors, Soren pouvait voir la clôture en grillage du quartier industriel. Et au-delà de la clôture, il pouvait voir des lampadaires, ce qui signifiait qu'il y avait une route principale. « Serette », a murmuré Soren si doucement que Maisie a dû coller son oreille à sa bouche. « Maman dit que s'il n'y a pas de plan B, alors on en fabrique un. » Maisie a arrêté de pleurer. Non pas parce qu'elle n'avait plus peur, mais parce que la voix de Soren était étrangement calme. Calme de la manière qu'elle connaissait depuis 7 ans à vivre à ses côtés. Le genre de calme qui lui disait que Soren réfléchissait, calculait, trouvait un moyen. Le serre-câble à ses poignets n'était pas serré. Soren a tordu ses poignets, a tiré et s'est libéré. Après 2 minutes, il a aussi enlevé celui de Maisie. Puis, il a regardé la fenêtre. « Tu as une épingle à cheveux ?» a-t-il demandé. Maisie a touché ses cheveux et a trouvé la petite pince en métal que les ravisseurs n'avaient pas pris la peine d'enlever. Elle l'a donnée à Soren. Il s'est levé, s'est approché doucement de la fenêtre, s'est mis sur la pointe des pieds et a commencé à travailler le loquet avec la pointe de l'épingle à cheveux. Ses mains tremblaient, vraiment tremblaient pour la première fois depuis qu'ils avaient été enlevés. Parce que maintenant, il n'observait plus seulement, il agissait, et agir signifiait qu'il pouvait échouer. Le loquet était coincé, la rouille le tenait fermement. Il a tordu l'épingle, a appuyé plus fort, et l'épingle s'est cassée en 2 avec un petit clic. Soren a regardé la moitié cassée restée dans sa main, a dégluti, puis a continué. La demi-épingle était plus courte, plus difficile à saisir, et ses doigts ont glissé 2 fois. Maisie se tenait près de la porte principale, l'oreille pressée contre la fente, écoutant le garde à l'extérieur. Le loquet s'est ouvert. Soren a poussé la fenêtre, et le vieux cadre en métal a grincé, un son qui a déchiré l'obscurité. Les 2 enfants se sont figés. Des bruits de pas à l'extérieur de la porte principale. Le garde l'a ouverte, est entré et a balayé l'entrepôt avec une lampe de poche. Maisie et Soren se sont aplatis sur le sol en béton, exactement là où ils étaient avant. Leurs yeux fermés, respirant régulièrement, les 2 mains cachées sous leur ventre pour que le garde ne voie pas que les liens avaient été enlevés. Leur cœur battait à tout rompre dans leur gorge. Le faisceau de la lampe de poche a balayé le visage de Maisie, s'est arrêté 1 seconde, puis a continué. Le garde a regardé la fenêtre, a vu le loquet toujours en position fermée, car Soren l'avait refermé avant de s'allonger, a marmonné quelque chose, puis a éteint la lampe de poche et est sorti. La porte s'est refermée. 20 minutes. Soren est resté allongé sur le sol, comptant chaque seconde dans sa tête. Comptant jusqu'à 1200, les 20 minutes complètes, les 20 minutes les plus longues de sa vie, chaque seconde s'étirant en 1 minute, chaque minute s'étirant en 1 heure. Puis il s'est levé, s'est dirigé une seconde fois vers la fenêtre, a ouvert le loquet et a poussé la fenêtre plus prudemment qu'avant, plus lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que l'ouverture soit assez large pour qu'un enfant de 7 ans puisse se faufiler. Soren est sorti le premier, a glissé par la fenêtre, est tombé sur le sol à l'extérieur, blessé, mais silencieux. Il s'est retourné et a aidé Maisie à sortir. Les 2 enfants se tenaient dans l'obscurité au milieu du quartier industriel abandonné, pieds nus sur le sol froid, en pyjama fin contre le vent nocturne de Chicago. Soren a pris la main de sa sœur. Il se souvenait du panneau de rue qu'il avait réussi à lire par le bord du bandeau quand on les avait amenés là, Ashland Avenue. Il a cherché le panneau dans l'obscurité, l'a trouvé au bout de la clôture, des lettres blanches sur un fond vert, une flèche pointant vers la gauche. Il a tiré la main de Maisie et tous les 2 ont commencé à courir, pieds nus sur l'asphalte froid, vers les lumières.
Maisie et Soren couraient le long d'Ashland Avenue depuis environ 10 minutes quand ils ont vu les néons d'une station-service Shell au bout du pâté de maison. Leurs pieds nus frappaient le trottoir froid. Les genoux de Maisie étaient écorchés à vif après avoir grimpé par la fenêtre de l'entrepôt, et Soren respirait fort car il était plus petit que sa sœur, mais avait couru plus vite pour montrer le chemin. Les deux enfants sont entrés dans la station-service sous les lumières blanches et crues. L'employé de nuit était un jeune homme d'environ 20 ans, regardant son téléphone derrière le comptoir. Il a levé les yeux et a vu deux enfants en pyjama, pieds nus, le visage rouge, la petite fille en pleurs et le petit garçon calme d'une manière presque effrayante. « S'il vous plaît, laissez-moi utiliser votre téléphone, » a dit Soren, sa voix égale bien que sa respiration soit saccadée. « Je dois appeler mon père. » L'employé a tendu le téléphone sans poser beaucoup de questions. Peut-être parce que les visages des enfants en disaient déjà assez. Soren a pris le téléphone et a composé. Il avait vu le numéro de téléphone de Hrix sur la carte de visite que son père avait laissée sur la table ce samedi-là, et il l'avait mémorisé. Parce que Soren mémorisait tous les chiffres. Mais maintenant, avec ses mains tremblantes et sa vision floue par manque de sommeil et de peur, bien qu'il n'aurait pas admis qu'il avait peur, il a composé un mauvais chiffre. Le téléphone a sonné et une voix de femme inconnue a répondu. « Allô? » Soren a raccroché. Panique. Pour la première fois depuis qu'ils avaient été enlevés, il a ressenti une vraie panique parce que le plan B qu'il avait élaboré échouait à la dernière étape et il ne savait pas quel chiffre il avait mal composé. Maisie lui a arraché le téléphone des mains. « Laisse-moi faire, dit-elle, sa voix encore mouillée de larmes, mais portant quelque chose de plus dur maintenant, quelque chose qu'elle tenait de sa mère. Le genre de détermination qui refuse de perdre même quand tout s'effondre. Maisie se souvenait du numéro de téléphone de Hrix d'une manière différente. Ce samedi-là, quand leur père était venu leur rendre visite, elle avait vu le numéro sur la carte de visite posée sur la table et l'avait transformé en chanson dans sa tête, en l'adaptant à l'air de Brille, brille, petite étoile. Parce que Maisie se souvenait de tout par la musique, tout comme Soren se souvenait de tout par les chiffres. Elle l'a chanté silencieusement dans sa tête, a appuyé sur chaque chiffre au rythme de la mélodie et a lancé l'appel. Ça a sonné une fois, deux fois, trois fois. Au même moment, le SUV noir de Hrix dérapait devant l'entrepôt abandonné sur Ashland. L'emplacement que Cruz avait tracé à partir du numéro de plaque de la berline grise et d'un réseau de caméras de circulation que ces hommes avaient piraté en moins d'une heure. Hrix est sorti du véhicule. Cruz derrière lui avec 4 autres hommes, tous armés. La porte de l'entrepôt a été enfoncée. L'intérieur était vide. Pas d'enfants. Le garde était parti aussi, réalisant probablement que les enfants s'étaient échappés et fuyant avant d'avoir à s'expliquer à Bryce. Hrix se tenait au milieu de l'entrepôt, regardant les 2 serre-câbles coupés sur le sol en béton, puis regardant vers la fenêtre arrière. Le loquet de la fenêtre avait été ouvert, et sur le cadre en métal rouillé, la moitié d'une petite épingle à cheveux était encore coincée dans la rainure du loquet. Hrix s'est approché de la fenêtre et ramassé la moitié cassée de l'épingle et est resté immobile. Ses enfants s'étaient libérés eux-mêmes. Ses enfants avaient ouvert le loquet de la fenêtre avec une épingle à cheveux. Ses enfants étaient sortis et avaient couru dans la nuit. 7 ans. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il a répondu. « Papa. » La voix de Maisie est parvenue, tremblante, rauque et pleine de larmes, mais parfaitement claire. « Papa, on est à la station Service Shell sur Ashland. » Hrix n'a pas pu parler pendant 2 secondes. 2 secondes pendant lesquelles Cruz a vu les yeux de son frère passer de la pierre à quelque chose pour lequel Cruz n'avait pas de mots. « J'arrive tout de suite, » a dit Hrix, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot, bien qu'il ait essayé de la maintenir stable. 7 minutes plus tard, Hrix est entré dans la station-service Shell et a vu ses 2 enfants blottis sur des chaises en plastique à côté de la caisse, sous les néons blancs. Maisie pleurait, la tête penchée sur ses genoux, ses cheveux tombant pour cacher son visage. Soren était assis à côté d'elle, sa main agrippant fermement celle de sa sœur, ses yeux fixés sur la porte vitrée de la station comme s'il montait encore la garde. Toujours pas convaincu qu'ils étaient en sécurité. Hrix est tombé à genoux devant eux. Il n'a rien dit. Il a ouvert les bras et a serré Maisie et Soren contre sa poitrine, les tenant fort. Les tenant comme si, en les lâchant,
il disparaîtrait à nouveau. Macy s'est jetée dans ses bras immédiatement, pleurant sur son épaule, ses petites mains s'agrippant à sa chemise. Soren est resté rigide un instant de plus, puis s'est penché aussi, son front reposant contre la poitrine de Crix, ses yeux se fermant pour la première fois depuis qu'ils avaient été enlevés. Et Crix Malone, le caïd de la mafia qui contrôlait la moitié de Chicago, l'homme que personne n'avait jamais vu faible, et pleurait en silence. Seules des larmes coulaient sur les épaules des deux petits-enfants, tremblant dans ses bras. Alors que Crix portait les enfants vers le SUV, Soren a parlé, sa voix calme et épuisée, mais claire. Papa, je me souviens d'un tatouage de scorpion sur le poignet, de cigarette Camel, d'un accent du Sud, et la plaque d'immatriculation était Jota 74, a dit Soren, sa voix calme mais ferme. Rex a regardé son fils avec un mélange de choc et de profonde fierté.